Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Tenue ce mercredi au Sénat de la République de la séance spéciale portant sur le dossier des fonds Petro-Caribé et sur le rapport d'enquête rédigé par leur collègue Evalière Beauplan. Les contribuables ont jusqu'au 28 février pour faire leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu. L'annonce en a été faite ce mercredi par la DGI. Plus de 186 millions de gourdes sont allouées à la réalisation des festivités carnavalesques sur l'ensemble du territoire. Par rapport à l'année dernière, ce budget est à la baisse. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Une séance spéciale sur le dossier des fonds Petro-Caribé a débuté ce mercredi au Sénat de la République. Les sénateurs doivent se prononcer sur le rapport d'enquête rédigé par leur collègue Evalière Beauplan. Nous avons avec nous par téléphone depuis le Sénat de la République notre correspondant Luxon Saint-Ville. Bonsoir Luxon. Dans cette séance qui a démarré depuis 4 heures de l'après-midi, les sénateurs émettent leur position en fonction de leurs intérêts politiques. Déjà, le débat se fait sur la forme et sur le fond. Dans le camp des sénateurs pro-gouvernementaux, ils évoquent la possibilité de rejeter ce rapport puisque, selon eux, la commission spéciale chargée d'approfondir le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé n'est pas compétente pour mener une enquête sur des questions financières. Selon le sénateur Kedler, Augustin, il revient à la Cour des comptes et du contentieux administratif de mener ce genre d'enquête. Et pour le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, c'est une tentative du sénateur Augustin de faire passer le temps, de boycotter cette séance et pour empêcher de faire la lumière sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Mais pour l'instant, il faut dire que la question de l'irrecevabilité du rapport n'est pas de mise puisque le président du Sénat, Joseph Lambert, a tranché. La question d'irrecevabilité évoquée par le sénateur Kedler Augustin a été écartée. Et dans la foulée, les membres de la commission restent sereins, documents en main, et des ordinateurs déjà prêts pour balancer des vidéos. Les commissaires affirment détenir des preuves, des pièces à conviction pour prouver que le fonds Petro-Caribé a été mal géré. Pour la tendance du vote, il est encore tôt pour parler de tendance puisque le débat se poursuit sur la forme et sur le fond. On est là pour une soirée de débat au niveau du Sénat de la République. Merci Luxon. Merci. Le président Donald Trump a prononcé hier son premier discours sur l'état de l'Union.
Nous avons avec nous ce soir M. William Savary, économiste et fondateur du Haitian Stock Exchange, pour avoir son avis sur la prestation du président américain. Bonsoir William Savary. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs et auditrices de Métropole. D'accord. Alors, M. Savary, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier discours sur l'état de l'Union du président Trump? Je pense que M. Trump a fait un discours extraordinaire qui a simplement répondu aux attentes de son électorat. Il a parlé des sujets clés qui ont propulsé son arrivée à la tête du pouvoir aux États-Unis. Particulièrement la question de l'immigration, qui est une question dont les attentes de son électorat ont été satisfaites. Il a parlé de la question de la Corée du Nord, qui est un problème pour les Américains, parce que les Américains ne voudraient pas que la Corée du Nord développe la bombe nucléaire. Il a parlé de la Russie, de l'Iran, qui est un pays où il y a des contentieux entre l'administration, entre les Américains et l'Iran, et l'oligarchie et les dirigeants de l'Iran. Il a mentionné la situation en Israël où il a à nouveau réitéré l'adoption de Jérusalem comme la capitale d'Israël. Oui. Mais il a aussi fait un point important qu'il faut souligner. Il a positionné l'Amérique pour négocier avec les puissances internationales en proposant de maintenir l'isolation de l'Amérique du reste du monde. Donc, et là, je pense que ce n'est pas vraiment une situation que l'administration Trump veut aller, avec laquelle l'administration Trump veut aller de l'avant. Je pense plutôt que c'est une façon pour lui de se positionner pour négocier les contrats d'échange, les contrats commerciaux qui seront remis en question et qui seront renégociés dans les 3 prochaines années. Bon, il est évident que hier, le président Trump a cherché à tout au moins adopter un ton plutôt consensuel, plutôt que la recherche des phrases choc dont il est coutumier. D'un autre côté, je suis tout à fait d'accord avec vous, cette annonce, ce discours s'adressait presque exclusivement à la base qui a voté pour lui, qui n'est pas nécessairement l'establishment républicain. Il a aussi adouci un certain nombre de ses positions, en particulier, ou au contraire, il en a aggravé d'autres. J'ai trouvé que le passage sur les relations avec la Russie était particulièrement musclé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le ton conciliant dont il a voulu faire preuve, a perdu un petit peu de sa force. Parce qu'en fait, c'est comme la politique de la carotte et du bâton. En proposant, par exemple, un ton conciliant au niveau de l'immigration, qui est l'un des points vraiment choc entre lui et les démocrates, il a proposé, par exemple, la voie de la citoyenneté pour ce qu'on appelle les Dreamers. Ce sont les gens qui sont venus en Haïti lorsqu'ils étaient gosses, oui, indépendamment de leur volonté, bien sûr, et avec leurs parents, qui aujourd'hui font partie de la société américaine et qui ne connaissent aucun autre pays. Donc, et c'est le ton conciliant, mais il a également proposé que le mur entre les États-Unis et le Mexique soit construit. Donc, en échange, pour accepter d'octroyer la nationalité aux Dreamers sur le long terme, mais il veut également maintenir la notion de la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis. Et là, c'est un point très contentieux, parce que là, on parle de questions doctrinales entre le monsieur Trump, ouais, et les démocrates. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux, c'est vraiment d'ordre doctrinal. Oui, c'est sûr que plusieurs fois dans son discours, il a proposé une série de quid pro quo, comme on dit en américain, donnant-donnant. Je vous donne ça, mais vous me donnez ça en échange. Et il a fait aussi savoir à un certain nombre de pays que s'ils n'acceptaient pas de participer à l'effort commercial américain, l'aide
qui leur étaient en général accordées seraient purement et simplement supprimées. Bon, écoutez, on ne peut pas supprimer l'aide au niveau international. Parce que ça rentre dans le cadre stratégique de la politique stratégique des Nations Unies, des États-Unis. Tous les pays du monde ont un programme d'aide aux autres pays, mais l'aide sert l'intérêt stratégique du pays donateur. Donc, je pense que ça rentre dans le cadre des mesures qui se préparent. Ce sont les préparations à la négociation. Je ne pense pas que c'est sérieux, mais c'est plutôt la façon de se placer pour mieux négocier. Donc, et c'est ce qu'on appelle en anglais raising the bar, où il faut démontrer à l'interlocuteur qu'il a à perdre, beaucoup plus à perdre qu'à gagner en tenant tête aux propositions de l'Amérique. Je pense que c'est ça qu'il y a derrière les propositions de retrait d'aide qu'on retrouve dans le discours de M. Trump. Qu'est-ce que vous pensez de l'image internationale que M. Trump a projetée hier? Bon, l'image internationale, M. Trump veut projeter une image d'une Amérique forte. Mais lorsqu'on est puissant, encore aussi puissant que l'Amérique, l'image ne peut pas être une image isolationniste. Et M. Trump a projeté une image qui veut montrer une Amérique isolationniste. Sur le marché international, je dois vous dire que toutes les indices financiers sont à la hausse depuis l'arrivée de M. Trump. Et ceci, c'est pour répondre à ce qu'on appelle le rational expectation, les attentes rationnelles des gens qui font partie de la bourse, qui investissent à la bourse. Mais les gens qui investissent à la bourse ne représentent que 10% de la population américaine. Mais alors que les États-Unis se retirent des relations, des accords commerciaux, veulent renégocier NAFTA, les Américains veulent sortir de l'accord de l'accord de Paris au niveau du réchauffement climatique, des accords commerciaux entre les pays de l'Asie et l'Amérique que M. Obama voulait négocier. Donc, ce n'est pas en s'isolant qu'on fournit un leadership mondial, c'est plutôt en coopérant, c'est en construisant des alliances qu'on établit un leadership mondial. Et un discours qui veut faire de l'Amérique un État isolationniste, ou l'Amérique first, l'Amérique d'abord, le peuple américain d'abord, ça ne rentre pas dans le cadre de ce que nous appelons la communauté internationale des nations. Et je pense que pour que l'Amérique devienne une nation forte, il faut que cette notion soit maintenue et préservée et même promue. Encore que dans son discours de Davos, il y a quelques jours, il a pris la peine de préciser que America First ne veut pas dire America Alone, qui était déjà une façon de mettre un petit peu d'eau dans le vin. Ouais. America First ne veut pas dire America Alone. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit, mais dans la oui. mesure où les négociations se font dans ce qu'on appelle good faith, où on reconnaît le droit de l'autre d'exister, le droit de l'autre d'avoir sa souveraineté, le droit de l'autre d'avoir des rapports commerciaux équitables. Et ça rentre aussi dans le cas stratégique où les nations se constituent en bloc pour mieux être performants sur le marché international, pour avoir de meilleurs résultats, pour que les populations de ces pays puissent avoir un lendemain meilleur. Donc c'est vraiment l'universalisation de l'humanité, c'est l'universalisation de la prospérité. La prospérité n'est pas limitée aux frontières de l'Amérique. Donc, pour l'Amérique ne va pas seule, l'Amérique ne peut pas réussir seule, mais ça doit se démontrer dans les faits, non pas dans les paroles. Il faut des faits pour accompagner ce discours. Vous savez que l'habitude, lors de ces discours, vous avez des équipes politiques qui font du fact-finding, qui vont vérifier les dires de la personne qui parle. Et je lisais tout à l'heure les résultats de l'une de ces équipes américaines qui sont arrivées à la conclusion que le président Trump, durant son discours d'hier,
a prononcé a annoncé une erreur, un fait qui n'était pas vérifié, chaque 4 minutes et demie. Et il y avait la liste de toutes les erreurs qu'il avait faites. C'est un peu beaucoup, non? Bon, écoutez, il faut vraiment se rendre compte que c'était un discours politique. M. Trump avait un objectif. L'objectif, c'est de desservir, si vous voulez, c'est d'adresser son électorat. Il ne faut pas oublier qu'en novembre, alors il faut faire une parenthèse, des élections qui ont eu lieu récemment, depuis l'arrivée de M. Trump, là où les républicains étaient forts, ils ont perdu les élections. Absolument. Les démocrates ont gagné. Absolument. Au mois de novembre prochain, il y aura encore d'autres élections aux États-Unis. Il faut que M. Trump galvanise la base républicaine pour que les gens continuent à voter pour les républicains. Sinon, arrivé en novembre, les républicains auront perdu la majorité au Congrès. C'est ça. Et là, c'est quelque chose que je pense que M. Trump ne veut pas être sujet à une défaite pareille. Parce qu'une défaite pareille va également réduire ses marges de manœuvre et permettre à l'application de la politique républicaine qui bien sûr, qui est la réduction des impôts en faveur des riches, l'adoption de mesures antipopulaires, en fait, qui ne sont pas totalement favorables aux pauvres qui sont aux États-Unis, l'augmentation des impôts sur les revenus de la classe moyenne sur le long terme. Quoique sur le court terme, si vous voyez, entre maintenant et 2020, il y a des réductions sur les revenus de la classe moyenne, mais après 2020, ces augmentations, il y aura des augmentations. Alors que les rabais fiscaux qui ont été alloués aux entreprises et aux gens qui sont en the upper echelon, qui ont la moyenne des revenus très élevés qui dépassent les $750 000 et qui arrivent jusqu'à 4-15 millions, les rabaissements des impôts sont de façon permanente. Donc il y a ça aussi qu'il faut jouer. Donc il faut tenir compte que M. Trump a adressé son électorat, parce que c'est son électorat qui peut contribuer au maintien des républicains au niveau du Congrès. Et c'est ce qui se joue là maintenant. Il a 11 mois pour le faire. Si pendant les 11 mois, la politique américaine n'est pas robuste en faveur le reste du monde, n'est pas robuste à travers toute la nation, il lui reste quand même la mobilisation de sa base politique pour voter les gens qui arriveront au pouvoir ou qui se présenteront aux élections au mois de novembre 2018. Et c'est ce qui se joue. Parce que l'adresse à la nation, ça se fait une fois l'an. Et pendant cette année, ce n'est pas une époque où on articule les politiques, mais c'est une époque où on s'en sert pour galvaniser sa base politique. Et je pense que c'est ce qui a été fait hier soir. Oui, absolument. Les mid-term elections, comme on les appelle aux États-Unis, étaient certainement dans la ligne de mire de M. Trump hier soir. Eh bien, écoutez, M. Savary, merci de cet éclairage sur le discours du président Trump hier au Congrès. À très bientôt. Merci, Métropole, téléspectateurs de Métropole. Voilà, c'était M. William Savary, économiste et fondateur du Haitian Stock Exchange. Le ministre de l'Environnement, M. Pierre Simon-Georges, a fait le point ce mercredi à l'espace Les Lundis de la Presse, organisé par le ministère de la Communication. Il a apporté des précisions sur les mesures et dispositions concernant l'exploitation des mines, les produits non biodégradables et difficilement recyclables, la chasse des oiseaux migrateurs et des gibiers d'eau. D'une interdiction à l'autre, les autorités entendent protéger l'environnement avec plus de fermeté. Rien que pour le mois de janvier, pas moins de 3 communiqués interdisant entre autres l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits en polystyrène ont été rendus publics. Ce faisant, le ministère de l'Environnement, dirigé par Pierre Simon-Georges, veut rappeler les dispositions de l'arrêté présidentiel du 10 juillet 2013 portant sur la question. Et alors que la lutte engagée s'est peu à peu essoufflée, l'actuel gouvernement veut la redynamiser. Le ministère de l'Environnement annonce le déploiement de brigades spécialisées constituées de fonctionnaires appartenant à pas moins de 4 entités de l'État.
qui pourra le constituer de agents la douane. Il pourra le gagner là-dedans agent ministère environnement. Il pourra le gagner là-dedans ministre commerce qui contrôle les affaires importation et exportation. Et ministre de la justice qui gagnait le bras armé de l'État. Ces agents répartis sur l'ensemble du territoire seront pourvus de moyens coercitifs pour faire respecter les dispositions prises par l'État haïtien, indique le titulaire du ministère de l'Environnement. Mais à l'analyse, des questions se posent. En effet, pour une superficie de 27 750 km², déployer des agents spécialisés suppose de disposer d'effectifs suffisants, mais aussi et surtout d'une stratégie de contrôle déjà définie. Des faits qui ne semblent pas convaincre Pierre-Simon Georges. C'est que nous voulons conscients que mesures que nous prenons particulièrement pour mon cabrit, c'est une mesure qui a tendance pour protéger la population. Et si il y a un monde qui lui-même, qui ne peut pas attendre, respecter les mesures, c'est lui qui en face population. Mais l'État, lui, aura fait ce qu'il a à faire, ce qu'il devait faire. À questions précises, réponse évasive, le ministre de l'Environnement s'est voulu toutefois rassurant et a appelé à la collaboration de tous. Présence, moi, devant nous, presse là. 6 mois après que je me dis, prends un communiqué pour ressusciter, arrêter le président Matéli. C'est d'abord parce que vous gagnez une mission et vous faites ça bien, conscientiser la population. En Haïti, les produits en foam forment le type de détritus les plus présents dans les rues, suivis de près par les sachets d'eau et les bouteilles en plastique. Les risques environnementaux et sanitaires associés à une mauvaise gestion des déchets en polystyrène en particulier sont énormes dans un pays qui n'a pas un système de gestion des déchets efficace. Une nouvelle fois, le ministère de l'Environnement annonce des mesures pour y remédier, mais toujours est-il que les moyens pour faire appliquer la loi sont très faibles, comparés à ceux des contrebandiers, capables entre autres de peser sur l'échiquier politique. Les contribuables ont jusqu'au 28 février pour faire leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu. L'annonce en a été faite ce mercredi par la DGI. En conférence de presse, Miradin Morland a fait savoir que cette prolongation a été accordée en raison de l'affluence constatée au niveau des bureaux de l'institution. Passé cette date, les contribuables vont devoir payer les intérêts de retard, prévient le directeur général de la DGI. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et de Guitry Choisy. Bonne nouvelle pour les contribuables. Une prolongation leur a été accordée jusqu'au 28 février pour produire leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu à la DGI. Cette décision a été prise pour permettre à tous les citoyens, qu'ils soient entrepreneurs, salariés ou pas, d'être en règle avec le fisc selon les prescrits de la loi. Il n'y aura plus de nouvelles rallonges, annonce le directeur général Miradin Morland, qui conseille de ne pas laisser passer cette opportunité. Nous avons demandé profiter de l'occasion pour être capable de faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu de manière à ce que pour le mois prochain, pour chaque monde pas confisqué. Si vous n'avez pas fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou pouvez tomber, d'accord, sous ça que les déclarations tardives, on nous connaît ça puni par la loi. Comment le punit? C'est côté que vous pouvez payer un intérêt de retard. Et pour éviter les intérêts de retard, il est impératif que les contribuables ne fassent pas la sourde oreille, prévient le directeur général. Miradin Morland rappelle qu'il faut d'abord se munir des documents nécessaires. Ça, on a besoin si c'est salarié. Mon gain pour aller dans le ministère des Finances, pour aller au niveau de la direction générale du Trésor, pour le faire sortir en état d'émargement pour lui. Ou gain pour demander patron un relevé. Côté que ça le prélevé sur côté le versil. Pour prouver ça et que leur vient remplir le vrai déclaration définitive d'impôt là, pour capable faire déduction en sous, pour capable pas subir double imposition. Dans l'intervalle, à la Direction générale des impôts, c'est un véritable tohu-bohu. La salle destinée à la production de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est pleine à craquer. Des contribuables venus déclarer ce qu'ils gagnent pour l'année sont agressifs et en colère. Quelques-uns racontent leurs péripéties. Les matins, dans 7 heures, pour rentrer, c'est
Bourara, pour sortir, elles font complice Bourara. Tout ça on fait là, c'est Bourara. Même en dedans, il n'est pas facile du tout. Si vous déconnez au moins, même d'après la carte, même dans le bolon, je pense que la besoin de voir tout le bruit de ça là depuis mars. Là, Trump dit, pays un pays de merde lié. Son pays de merde lié, vrai. Coup de poing, coup de carotte, moment là. Et puis, il a parlé de Trump mal. Trump a raison. On dit que le général, on boit, il est supposé respecter grand monde. Et il y a grand monde, moi, là, si je me bats là, même tout fait grand monde, tout fait. Et si grand monde, c'est eux-mêmes qui fait nous. Je ne dis pas qu'on souffre, j'aime souffrir là. Les conditions ne sont pas réunies, se plaignent les contribuables. Entre-temps, le directeur général annonce une possibilité pour que la déclaration et le paiement s'effectuent en ligne également au cours du mois de février pour diminuer l'affluence à la DGI. En attendant que cette mesure soit effective officiellement, le calvaire des citoyens continue. Le budget du carnaval est en baisse par rapport à 2017. L'État et le secteur privé s'engagent à investir 186 millions de gourdes pour la réalisation des festivités carnavalesques sur l'ensemble du territoire contre plus de 240 millions de gourdes en 2017. Le budget a été finalisé lors d'une séance de travail au Palais national entre les acteurs économiques et les opérateurs culturels en présence du chef de l'État et du Premier ministre. M. Moïse avait invité les sponsors à s'impliquer à fond dans le déroulement de cette grande fête populaire qui a pour vocation de servir de vitrine à l'immense talent de nos artisans et à la richesse de la culture haïtienne. Inauguration du deuxième bâtiment de la section primaire du petit séminaire Collège Saint-Martial. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi en présence de plusieurs officiels de l'État, artistes et anciens séminaristes. C'est Monseigneur Mésidor qui a procédé à la bénédiction du local. Le président de l'Amicale des anciens élèves, Dominique Franck Simon, explique que la tâche n'a pas été facile. Il appelle les anciens à continuer à collaborer en vue de rebâtir le building du secondaire. Vanessa Léger a assisté à cette cérémonie. Suivez son compte-rendu. Ce bâtiment de 3 étages comprend 7 salles, une bibliothèque, un espace informatique, un autre numérique, 3 blocs sanitaires et une citerne d'eau en sous-sol, sans oublier les 6 bureaux et la salle des professeurs. Selon le président de l'Amicale des anciens, Dominique Franck Simon, la collecte des 527 000 $ nécessaires à la reconstruction de ce bâtiment s'est révélée une tâche ardue. Le préscolaire qui est déjà fait, le primaire qui maintenant est terminé, ça représente à peu près 40% de l'ensemble du projet. Okay? Et pour ces 40%, nous faisons RAF, nous faisons BAL, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on a tout fait. Cette institution a contribué à la formation de nombreux cadres. Son effondrement lors du tremblement de terre a été un choc pour les anciens. J'étais sidéré. Il y avait là 3 grands bâtiments. Le bâtiment primaire était dans cette zone et il s'est effondré en 2 étapes. Il a commencé par s'effondrer 2 étages et ensuite le 3e s'est effondré. Heureusement pour nous que les séminaristes qui occupaient le 3e étage ont pu tous sortir. La reconstruction du petit séminaire Collège Saint-Martial ne concerne pas uniquement le primaire. L'objectif principal pour les 2 prochaines années est de rebâtir la section secondaire. En ce sens, le président de l'Amicale lance un appel. En tout premier lieu, aux anciens, nous leur demandons de bien vouloir soutenir le projet de la reconstruction, collaborer avec nous pour que nous ayons assez d'argent pour pouvoir aller et reconstruire le secondaire. Ce projet de reconstruction a été lancé en septembre 2014 pour le jubilé des 150 ans du collège. Le premier bâtiment a été ouvert aux élèves en octobre 2015. Si l'on ajoute le nouvel édifice inauguré ce mercredi, pas moins de 966 000 $ auront été nécessaires pour mener à bien les travaux. La rénovation des locaux du secondaire doit coûter 2 millions. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.